Alors la question du jour, c'est pourquoi le franc a-t-il entièrement cédé sa place à l'euro? Alors, déjà je vais mettre un bémol à la question, ça va être une manière d'entrer en matière et d'y répondre. Il n'a pas entièrement, le franc n'a pas entièrement cédé sa place à l'euro. On pourrait dire que l'euro est une monnaie commune unique. Mystère. On va essayer d'y voir un petit peu plus clair. Alors, retenons que la monnaie, d'abord, est un des 4 éléments cités par Jean Bodin, que je citais tout à l'heure, sur les éléments de la souveraineté, dire la loi, battre monnaie, déclarer la paix ou la guerre et rendre la justice. Eh bien, la monnaie est, évidemment, on le comprend aisément, l'élément central de la souveraineté d'un État. Le langage populaire le sait bien, qui dit l'argent c'est le nerf de la guerre. Ben, on pourrait dire tout aussi bien l'argent c'est le nerf de la paix. C'est-à-dire qu'il ne peut rien être fait dans les sociétés modernes sans argent, et donc un État ne peut pas avoir une politique qui lui soit propre s'il ne dispose pas de sa propre monnaie. Donc retirer leur monnaie aux États, je crois qu'il y a à l'heure actuelle 19 États de l'Union européenne qui font partie de la zone euro, ça reste à vérifier le chiffre, c'est évidemment leur retirer un élément de souveraineté central. Et s'il y a un élément de souveraineté, c'est la monnaie. S'il ne devait en rester qu'un, au bout du compte, ça serait la monnaie, c'est le bras de levier qui permet d'agir sur le réel. Donc ça, cette question étant posée, on voit l'importance de la disparition du franc au profit de l'euro. Alors quelle était l'idée? Il faut voir que cette idée remonte à loin en arrière. Dans les années 60, on a un compte-rendu déclassifié maintenant des documents états-uniens. Les États-Unis déclassifient beaucoup plus vite leurs documents classés secrets, secret défense et autres, que nous ne le faisons en France. Et donc on a maintenant des documents déclassifiés du secrétariat d'État, c'est-à-dire du ministère des Affaires étrangères, qui remontent aux années 60, où on voit le secrétaire d'État pour les affaires européennes, car les États-Unis ont un secrétaire d'État aux affaires européennes, recevoir M. Marjolin, qui était le vice-président de la Commission européenne à l'époque, qui était un Français, et pour donner véritablement ses instructions à M. Marjolin, où il dit explicitement dans le compte-rendu l'Europe devra se doter d'une monnaie commune, mais faire cela de manière subreptice, afin que nul ne vienne entraver ce chemin, et qu'au moment où les choses se feront, eh bien, il soit trop tard pour pouvoir s'y opposer. Donc il y a une idée un petit peu machiavélique, on dirait complotiste aujourd'hui, derrière la politique états-unienne de créer l'euro. Je vous renvoie au 35e stratagème. Il est évident que si tous les pays ont la même monnaie, ça va considérablement les entraver dans leur liberté d'action. On a donc, avec le traité de Maastricht, 1992, accepté, 12 autres Français, d'une très courte majorité, 51-49, accepté que le franc disparaisse au profit de l'euro. Le franc, c'est une très ancienne monnaie qui remonte au XIVe siècle, ça remonte à, je crois, Jean le Bon, qui était prisonnier des Anglais. Il a fallu, durant la guerre de Cent Ans, il a fallu faire une collecte pour payer sa rançon. Et pour payer cette rançon, le gouvernement de la France avait battu une monnaie qui s'appelait le franc, et qui représentait le roi Jean le Bon à cheval, mais dont le cheval, les pieds, la tête du cheval, la tête du cavalier, les pieds du cavalier, la queue du cavalier sortaient de l'épure stricte de la médaille pour montrer que le roi était libre. Et le franc, ça veut dire le libre, le franc-parler. Il y a 3 peuples sur Terre qui s'appellent les libres, c'est les Thaïs, dans leur langue ça veut dire l'homme libre, les Burkinabés, le Burkina Faso, ça veut dire le pays des hommes libres, et la France, le pays des libres. Voilà, nous avons cet immense privilège, redoutable privilège, surtout dans la mesure où maintenant j'estime que nous sommes dans une prison des peuples qui s'appelle l'Union européenne, nous avons le redoutable privilège de nous appeler les libres.
Et je m'en réjouis, évidemment. Donc c'est une très vieille histoire qui a connu des éclipses, et puis depuis la Révolution française avec le franc germinal, on a réinstauré durablement le franc. Le franc, c'est... vous voyez, il se trouve que la monnaie, là, en l'espèce, le franc, porte le même nom que le peuple qui émet cette monnaie. Il y a donc un attachement très puissant à la monnaie nationale. On le voit encore beaucoup plus en Allemagne, où le Deutschmark était un élément, peut-être le dernier élément qui restait de l'identité allemande après la Seconde Guerre mondiale. C'est donc à la fois retirer un élément de souveraineté, mais un élément d'identité très fort de la nation que de lui retirer sa monnaie. Alors l'opération s'est faite en 2 temps. D'abord au 1er janvier 1999, je crois, il y a eu un basculement de toutes les transactions financières des monnaies nationales vers l'euro, et puis au 1er janvier 2001, de mémoire, un basculement de tous les échanges intranationaux de la monnaie nationale vers l'euro, c'est-à-dire du franc vers l'euro. On a quitté le franc donc au 1er janvier 2001 au profit de l'euro. Alors, l'idée qu'il y a derrière, outre bien sûr cette élimination de l'élément central de la souveraineté, l'idée qu'il y avait derrière, l'idéologie, on peut dire comme ça, les pères fondateurs, les soi-disant pères fondateurs, les Schuman, les Monet, Gasperi et compagnie, c'était que cette monnaie unique aux États membres permettrait une unification des économies. Les économies sont disparates, des économies plus agricoles, d'autres plus tertiaires, d'autres plus industrielles, il y en a qui sont très avancées, je mets des guillemets parce que je ne mets pas de jugement de valeur là derrière, mais des économies qui sont très avancées, puis il y en a d'autres qui sont plus en retard. Chaque peuple évolue à son rythme, en fonction de son histoire et de ses données géographiques et géopolitiques. Et cette idée de l'euro qui allait fédérer les États et qui allait les faire se ressembler à tel point que finalement il n'y aurait pratiquement plus de différence entre eux, s'est révélée non seulement fausse, mais tout à fait contraire à la réalité. Parce que qu'est-ce que c'est qu'une monnaie? Une monnaie, on pourrait dire très schématiquement, la quantité de francs doit permettre d'acheter la France. Et des choses comme ça. C'est-à-dire qu'une monnaie n'a de valeur que par ce que vaut l'économie qu'il apporte. Si la France était une économie sahélienne, donc économie de subsistance, de pâturage, de population extrêmement pauvre, eh bien il est vraisemblable, il est même certain que sa monnaie, au plan international, ne vaudrait pas grand-chose. Inversement, la première puissance mondiale, sa monnaie, le dollar, les États-Unis valent, sa monnaie, le dollar vaut tellement qu'elle peut être même monnaie d'échange international. Donc, il s'est passé l'inverse, c'est-à-dire que non seulement l'euro n'a pas unifié, mais au contraire a accru les divergences entre les nations. Et ces divergences se mesurent en termes de productivité. La productivité, c'est la capacité que nous avons de produire une certaine quantité de biens en un certain temps avec une certaine quantité de capital. Et certains arrivent à produire plus, d'autres arrivent à produire moins. Tendanciellement, c'est une chose acquise, si j'ose dire, dans l'économie européenne depuis la fin du XIXe siècle. Le pays qui a la grande productivité, qui a la plus forte productivité, c'est l'Allemagne. C'est le pays le plus industrieux, c'est le pays qui a connu en retard par rapport à la France et la Grande-Bretagne sa première révolution industrielle, mais qui l'a accomplie extrêmement vite et qui a très rapidement dépassé ses devanciers au point de pouvoir leur faire la guerre en 14 et en 39. On voit par exemple avec la Grèce, que la Grèce était dans la zone euro, et toujours d'ailleurs dans la zone euro, je ne sais pas comment ils font, mais avec la même monnaie que l'Allemagne. Alors, l'Allemagne a une forte productivité, est un pays très exportateur de biens industriels, en particulier l'automobile, et donc l'Allemagne doit avoir une monnaie forte. Comme l'Allemagne connaît très peu d'inflation, c'est-à-dire d'augmentation des prix, l'Allemagne mérite à une monnaie stable. Or, la Grèce, qui est
tout autre pays, par la taille, par la situation géographique, par le niveau de développement, par les coutumes, etc. etc. La Grèce a une monnaie qui était la drachme, plutôt faible, et qui allait se dévaluant. Donc on voit qu'il y a spontanément des divergences entre le pays le plus riche et un des pays les plus pauvres de la zone euro. Eh bien, cette divergence n'a pas été comblée par l'arrivée de l'euro, mais bien au contraire a abouti à ce scandale sans nom d'un pays qui s'appelle l'Allemagne et qui décide d'assassiner véritablement un autre pays qui s'appelle la Grèce. Alors, pour les Grecs, ça fait un peu redondance avec ce qu'ils ont connu en 1941, 42, 43, etc., quand l'Allemagne a occupé la Grèce et a vraiment bien abîmé le pays. Les Grecs, beaucoup de Grecs ont l'impression qu'on rejoue la même histoire. Alors, cette histoire de l'euro, ça ne peut pas marcher, encore une fois, parce que nous avons des économies qui divergent naturellement, et quoi qu'on fasse, elles divergeront, mais qui sont réunies dans une seule monnaie. Et cette monnaie, c'est la monnaie du plus fort. Donc on voit, par exemple, pour l'Allemagne, on estime, pas moi qui estime ça bien sûr, mais je renvoie aux travaux de Jacques Sapir en particulier, on estime que l'Allemagne a une monnaie qui, pour son économie, est sous-évaluée de 15%, ce qui veut dire qu'elle vend ses produits 15% moins cher sur le marché étranger, mais que par contre, pour la France, compte tenu de l'évolution de l'économie française depuis 20 ans, l'euro est sans doute une monnaie surévaluée de peut-être 10%. Vous savez, sur les marchés internationaux, 15 plus 10, ça fait 25. C'est-à-dire qu'à qualité égale, un produit français vaut 25% plus cher qu'un produit allemand. C'est ça que ça veut dire. Donc ça va se traduire, cette sous-évaluation germanique et surévaluation des autres pays, par un enrichissement considérable de l'Allemagne, qui va vendre très facilement, qui a maintenant une balance commerciale excédentaire, excusez du peu, de 80 milliards d'euros par an, et qui donc siphonne la richesse des pays avoisinants, et en particulier de la France. La France est déficitaire vis-à-vis de l'Allemagne, principalement pour la raison que j'ai indiquée, à savoir que pour l'Allemagne, l'euro est sous-évalué, et pour la France, l'euro est surévalué. Si nous avions encore le Deutschmark et le franc français, eh bien, il est vraisemblable que le Deutschmark aurait réévalué sa monnaie, c'est-à-dire aurait changé son taux de change en dollars ou en or, et que la France aurait dévalué sa monnaie, et ainsi les compétitivités seraient équivalentes, et on pourrait jouer véritablement à armes égales. Une des raisons pour lesquelles nous connaissons depuis 20 ans une désindustrialisation, on perd, je crois, quelque chose comme une usine par jour ouvrable en France depuis 10 ans. C'est un véritable désastre. C'est une catastrophe sans nom qui est en train de s'opérer sous nos yeux, sans que personne fasse vraiment grand-chose. Mais s'il n'y avait pas l'euro, vous pouvez être certain, ce n'est pas la condition suffisante, mais c'est une condition absolument nécessaire, vous pouvez être certain que la situation de l'économie française serait bien plus favorable, étant entendu que la grande majorité de notre commerce, nous le faisons à l'intérieur de l'Union européenne, et donc avec cette monnaie qui pour nous est surévaluée, et pour l'Allemagne sous-évaluée. Voilà une des raisons, parce que ce n'est pas la seule, mais voilà une des raisons centrales de l'appauvrissement de notre pays, et qui aboutit, entre autres choses, même si les choses ne sont pas très conscientes dans l'esprit des gens, mais qui aboutit, entre autres, au mouvement que nous voyons à l'heure actuelle, qui est appelé mouvement des Gilets jaunes, où ce peuple moyen, c'est 60% de la population, on appelle périphérique, enfin, en périphérique par rapport à quoi, aux grandes métropoles sans doute, ce peuple périphérique constate qu'année après année, son niveau de vie baisse, non seulement parce que les taxes augmentent, mais parce que le chômage reste toujours très puissant, parce que la précarité est de plus en plus grande chez les jeunes, parce qu'il faut de plus en plus que les classes âgées aident les classes plus jeunes, etc., etc. Enfin, tout ce que nous connaissons dans le quotidien. Mais cela tient ses racines, en particulier, du fait de cette monnaie unique. Alors, j'ai dit en introduction, et je vais conclure là-dessus, que ce n'était pas tout à fait une monnaie unique, c'est-à-dire que l'euro n'avait pas totalement remplacé le franc. En fait, c'est une monnaie unique, commune. Bon, un peu contradictoire,
C'est une monnaie unique en sens qu'il y a une seule apparence monétaire, avec un taux de change fixe, c'est-à-dire que un euro allemand, un Deutsche Euro, vaut un franc euro qui vaut une pesetas euro, sur le papier. Encore une fois, nous avons vu que dans la réalité, ce n'était pas le cas, et ça générait des distorsions. Mais c'est une monnaie commune, dans la mesure où les États empruntent avec leur propre garantie. C'est-à-dire, si c'était une monnaie unique, eh bien, ce serait par exemple la Commission de Bruxelles qui emprunterait de l'argent au nom de l'État français. Et là, on voit que l'Italie emprunte au nom de l'État italien, la Grèce au nom de la France au nom de l'État français, l'Allemagne au nom de l'État allemand, etc. Et on voit bien qu'ils n'empruntent pas au même taux d'intérêt. Si c'était une monnaie unique, il y aurait le même taux d'intérêt appliqué à la Grèce et à l'Allemagne. Or, l'Allemagne doit être dans des taux négatifs ou voisinant zéro à l'heure actuelle, quand la Grèce doit être à 3,5 ou 4% de taux d'intérêt quand on emprunte sur les marchés financiers. Donc, en ce sens, l'expression la plus juste, ce serait de dire que c'est une monnaie unique, certes, mais il n'y en a qu'une, au moins facialement, au moins apparemment, mais qui est en fait une monnaie commune à des économies qui sont, elles, tout à fait divergentes les unes des autres. Sortir de l'euro, d'après Jacques Sapir que je citais tout à l'heure, serait susceptible, à terme de 2 à 3 années, de générer la création de 1 à 2 millions d'emplois en France. C'est-à-dire qu'on pourrait résorber 1 tiers à 2 tiers du chômage en quelques années, tout simplement en revenant au franc, en dévaluant raisonnablement par rapport au cours de l'euro actuel. Nous retrouverions à l'étranger des positions commerciales compétitives, nous freinerions en retour les importations de l'étranger, qui deviendraient ipso facto plus chères, ce qu'a connu la Grande-Bretagne. Quand la Grande-Bretagne a déclaré le Brexit, elle a concomitamment dévalué sa monnaie de 10%. Eh bien, on a vu la balance commerciale britannique se rétablir à l'équilibre très rapidement. On a vu également les capitaux internationaux, je pense à Google, je pense à Nissan ou à Facebook, venir investir en Grande-Bretagne, ce qui prouve qu'ils ont ce capitalisme pourtant tout à fait international, apatride comme on dit parfois, a confiance dans la solidité du projet d'indépendance britannique, puisqu'il investit des millions, et évidemment il n'investit pas pour 6 mois, il investit pour des années et des années. Voilà ce que je pouvais dire sur la monnaie. La chose est néanmoins extrêmement technique. Je dois dire que j'ai moi-même bien du mal parfois à m'y retrouver, dès qu'on rentre dans les détails, avec un jargon bien évidemment qui lui est propre, qu'il faut pouvoir pénétrer. C'est une chose qui est assez compliquée pour moi à comprendre. Je vous en ai donné, quelques éléments de ce que je comprends entre l'euro et le franc. Retenons que l'euro est une monnaie commune à 19 États européens, dont la France, l'Allemagne, l'Italie, etc., mais pas la Grande-Bretagne, pas la Suède, qui connaît un très faible taux de chômage, d'ailleurs la Suède, qui a refusé d'entrer dans l'euro, je crois que c'était en 2002 ou 2004, mais que c'est cette monnaie qui devait nous faire nous ressembler et donc nous rassembler, accroît encore les divergences et finalement accroît les dissentiments entre peuples. Car je vous rappelle qu'on nous a vendu l'Union européenne avec 3 critères, c'est l'amitié entre les peuples, la prospérité et la paix. Alors ce sera un très long débat et je voudrais bien un jour éventuellement parler de l'Europe c'est la paix. Je ne crois pas que l'Europe ce soit la paix, pas du tout. Enfin je ne vois pas que l'Europe c'est la paix surtout, c'est pas une question de providence, c'est une question de constat. Mais pour ce qui est de l'amitié entre les peuples, je crois qu'on peut mieux faire quand on voit dans des journaux, qu'on en a vu il y a quelques années dans des journaux de la presse hellénique, des caricatures de Madame Merkel représentée en Adolf Hitler, on peut se dire que l'amitié entre les peuples a encore quelques progrès à faire. Merci l'Union européenne.